Infa Arak au nord-ouest de Thessalite et Tengzaouten au nord-ouest de Kidal, ces deux localités sont-elles devenues les nouveaux théâtres des affrontements entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, à en croire le porte-parole de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense. Kiev a coopéré avec les terroristes de la coordination des mouvements de l'Azawad. Les rebelles en question ont par exemple reçu des informations nécessaires et pas seulement celles qui ont permis de mener une opération militaire réussie. Une intervention active qui ne manque pas d'interroger ce soir au cœur de cette émission de Point sur l'actualité. L'Ukraine est-elle en train d'étendre son conflit avec la Fédération de Russie au Sahel? Si oui, comment font-ils ces Ukrainiens pour se déployer sur un nouveau front alors qu'ils ont du mal face justement aux troupes russes du côté de Kiev? Nous en parlerons ce soir, vous le constatez d'ailleurs, ces images, elles sont effroyables. D'ailleurs, elles nous viennent du nord du Mali, un nouveau théâtre d'affrontement entre la Fédération de Russie ou encore l'Ukraine. Élément de réponse à suivre dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Nous parlerons ce soir bien sûr de ces violents affrontements enregistrés ces derniers jours. Violents affrontements entre notamment les forces armées maliennes, les FAMA et les terroristes de la coordination des mouvements de l'Azawad. Les communiqués bien sûr superposés qui ont été rendus publics. Le dernier en date, celui des FAMA. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de le lire en direct dans un instant. Nous reviendrons également sur la sortie ukrainienne qui confirme donc sa participation active aux côtés justement des terroristes qui sévissent du côté du nord du Mali. La question qu'on se pose ce soir est celle bien sûr de savoir si les localités entre autres citées dans l'introduction de cette émission du Point sur l'actualité sont devenues nouveau théâtre d'affrontement entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Ceci aux côtés justement de nos invités de ce soir. Sylvain Debogo, vous êtes avec nous, vous réagissez en direct de Londres. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à Baudelaire, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à toute l'Afrique et bonsoir à tous vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous suivent et qui nous regardent, qui pensent que nous pouvons leur apporter quelques pistes d'informations capables d'éclairer un peu la lanterne. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, M. Debogo. Aux côtés des consultants permanents de cette émission du Point sur l'actualité, André Christelle Fanga, vous êtes également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue, DP. Monsieur Nguyen, bonsoir. Bonsoir, Sylvain Debogo. C'est un plaisir d'être dans les studios de For You, Media Africa et surtout sur le point sur l'actualité, qui est l'une des émissions phares aujourd'hui de l'Afrique pour éclairer justement la lanterne de ces millions d'Africains et même de partisans au-delà de l'Afrique et dans le monde, parce que nous sommes suivis, n'est-ce pas, aux États-Unis, un peu de partout dans le monde, en Europe, en Asie et en Afrique. Donc, félicitations à vous pour ce travail acharné. Je voudrais me poser une question. Il y a de cela quelques heures, le président de la République du Cameroun est toujours au Georges V en France et M. Nicolas Sarkozy est en train d'être reçu. C'est une interrogation pour moi parce que connaissant, n'est-ce pas, le personnage appelé M. Nicolas Sarkozy qui est devenu le VRP, n'est-ce pas, des multinationales françaises qui ont commis tant des actions, n'est-ce pas, dans notre continent et lui-même quand il a été chef d'État, n'est-ce pas, ce qu'il a fait causer comme dommage, nous nous rappelons les événements tragiques, n'est-ce pas, au niveau de la Libye où il avait justement parti, en fait, il était au devant de la scène, n'est-ce pas, pour l'assassinat du guide libyen Muammar Kadhafi. Nous nous rappelons aussi des événements, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire était vraiment, n'est-ce pas, un champ de théâtre d'opérations macabres, orchestrées et organisées par la France. Donc, véritablement, je me pose la question, est-ce que c'est opportun aujourd'hui de recevoir
n'est-ce pas, que le président de la République du Cameroun puisse recevoir un monsieur qui a fait tant de mal, n'est-ce pas, à l'Afrique, comme M. Nicolas Sarkozy, sans compter, n'est-ce pas, les entreprises qui ont été longtemps soutenues par M. Nicolas Sarkozy au niveau du Cameroun, c'est-à-dire les entreprises du groupe Bolloré, n'est-ce pas, qu'il a longtemps soutenu, d'ailleurs même, qu'il continue à faire la promotion, et d'autres entreprises aujourd'hui. Nous nous posons la question, est-ce que nous sommes en train de sortir véritablement, n'est-ce pas, de cette France-Afrique, ou bien encore la France-Afrique a encore ses maillons forts dans notre continent. Donc, véritablement, c'est une interrogation, c'est un questionnement, et que véritablement, nous, les Africains, nous puissions être conscients qu'il y a des défis à relever. Et d'ailleurs, la thématique d'aujourd'hui va davantage, n'est-ce pas, nous donner la possibilité de parler aux Africains au vu des enjeux, au vu de ce qui est en train de se produire actuellement dans le monde. Donc, merci pour l'invitation. André Kistel Fanga, patient parfait, donc vous êtes également avec nous. Bonsoir, doyen, et bienvenue. Bonsoir, Baudelaire Nguéné, le prince de Matombe. Bonsoir à mon ami Sylvain de Bogo. Bonsoir André Kistel Fanga, le pasteur panafricain. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs et téléauditeurs, surtout les fidèles de la radio For You Media Radio, qui sont de plus en plus nombreux, à qui je souhaite vraiment une bonne semaine, malgré cette pluie qui n'en finit pas. Il pleut de cordes actuellement dans la ville de Douala, sur la ville de Douala. Bonsoir à nos techniciens et à l'ensemble de la galaxie panafricaine. C'est aussi ça, le sens de cette résistance. Et je crois que la thématique d'aujourd'hui va nous permettre de donner encore beaucoup plus de sens à mes déclarations. Quand j'ai l'habitude de vous dire, nous avons remporté la bataille, mais pas encore la guerre. Voilà. Nous devons encore maintenir vraiment le pied au plancher, parce que ce n'est pas évident. Merci à vous, messieurs. Les rebelles ont reçu des informations nécessaires et pas seulement celles qui ont permis de mener une opération militaire réussie. Nous ne parlerons pas des détails pour l'instant, mais ils apparaîtront plus tard. Entre autres, de nouvelles opérations contre l'armée russe et les forces armées du Mali sont prévues, a d'ailleurs assuré et prévenu Andrei Roussov, entre autres. Il s'agit bien sûr du commandant, entre autres, du chef du renseignement du ministère ukrainien de la Défense. La question qu'on se pose ce soir est celle de savoir que font les troupes ukrainiennes aux côtés des terroristes de l'Azawad. Écoutons-le dans cet extrait que nous avons d'ailleurs sélectionné pour vous. Ce week-end, les Ukrainiens se sont souvenus des membres de Wagner en raison des combats en Afrique. En particulier, il est connu que le commandant actuel de Wagner, Anton Elizarov, a été éliminé là-bas, rapporté par les journaux. Dites-moi s'il vous plaît, et d'ailleurs, il a commandé l'assaut de Soledar en Ukraine. Parlez-moi s'il vous plaît des détails de ce qui s'est passé au Mali. C'est une colonne de membres de Wagner, c'est Anton Elizarov. Quels seront les impacts globaux de cela sur les activités du groupe terroriste russe? Ce n'est pas seulement le groupe spécifique de Wagner, mais l'ensemble du groupe terroriste qu'est la Russie. Cela aura sans aucun doute des conséquences. À un certain stade, ils ont vraiment intensifié leur activité sur le front africain et ont essayé de résoudre des questions géopolitiques et économiques, de changer ou de soutenir certains gouvernements, non seulement avec leurs mercenaires. Et aujourd'hui, le monde entier voit que ce n'est plus le même potentiel et que les capacités de la Russie ne sont plus les mêmes. Et cela signifie qu'il y aura moins de nouvelles, disons, commandes, et de recours à celles-ci comme un instrument imprécis pour résoudre les problèmes dans la région, et le fait que les rebelles aient obtenu les informations nécessaires, et pas seulement des informations qui leur ont permis de mener une opération réussie contre les criminels de guerre russes. Cela a déjà été vu par le monde entier, cela peut être commenté. Nous ne parlerons certainement pas des détails pour le moment. Disons que la suite viendra. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que selon les rebelles qui ont vaincu les membres de Wagner, ils auraient proposé de remettre les mercenaires capturés à l'Ukraine. C'est ce qu'indique la déclaration du représentant des rebelles maliens sur la page du PAC Réseau Social X.
Que savez-vous à ce sujet? Avez-vous été en contact? Une telle opération est-elle possible du point de vue de la loi et de la logistique? Nous comprenons que de tels processus doivent se dérouler aussi discrètement que possible. Eh bien, c'est une information sensible, donc tout ce que fait l'Ukraine se déroule dans les limites et le cadre du droit international et en tenant compte de toutes les procédures nécessaires. Une telle information existe, et bien sûr, elle est suivie et vérifiée. C'est un processus sensible, donc nous ne commenterons pas les détails. Je peux seulement rappeler et citer le général Boudanov, qui a dit à l'époque que les criminels de guerre russes recevraient une juste punition dans différents coins du monde, où qu'ils soient, sans détail. Nous observons simplement cela, en direct maintenant. Voilà la déclaration, entre autres, du représentant de la direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, Andrei Youssov, qui s'exprimait bien sûr dans une chaîne de télévision ukrainienne. Alors, Sylvain de Bogou, ce n'est plus un secret pour quiconque, la participation de l'Ukraine aux côtés justement des terroristes de l'Azawad est désormais officielle au regard justement de toutes ces informations recensées, mais surtout de la sortie du représentant de la direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien. Et la question qu'on se pose est celle de savoir que vient chercher l'Ukraine au nord du Mali. Merci pour cette question. Au nord du Mali, que vient chercher l'Ukraine? D'abord, il faut dire comment l'Ukraine arrive au nord du Mali. Au nord du Mali, c'est l'Algérie. On l'avait dénoncé un temps soit peu. C'est cette zone où l'armée malienne n'avait pas vraiment un impact. Et donc, nous avions crié, il fallait que l'armée malienne crée, l'État malien crée vraiment une base militaire qui sera capable de contrecarrer tout ce genre d'attaque. Et voilà qu'en peu de temps, après que l'armée malienne ait fait vraiment une réussite là-bas, voici, j'allais dire, les représailles ou bien la contre-offensive aidée par l'Ukraine. Et l'Ukraine, qui aujourd'hui sur son propre territoire ne maîtrise plus la situation, veut en tout cas amener les alliés de la Russie à abandonner la Russie, à isoler la Russie. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que moi je les appelle aussi des terroristes ukrainiens. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, parce qu'on ne peut pas déplacer. Le déplacement de cette guerre sur un autre territoire ne respecte pas les règles du droit international. Ce monsieur qui vient d'intervenir, je pense qu'il est sur une autre planète. Oui, ce monsieur, il est sur une autre planète. Voilà. Parce que la guerre par interposition, le Mali, les Maliens ne sont jamais allés faire la guerre aux Ukrainiens. Les Maliens ne sont pas allés là-bas. La Russie intervient au Mali pour aider le Mali à obtenir ou bien à quadriller tout le territoire malien, voilà, la totalité de son territoire. Alors venir là et abattre ou bien attaquer les Maliens et les Russes, je pense que c'est l'Ukraine, la poupée aujourd'hui, l'enfant chéri de l'Occident et des États-Unis, de l'OTAN, c'est l'Ukraine qui est vraiment le criminel ici. C'est l'Ukraine qu'on doit envoyer. S'il y avait une cour de droit réel, une cour internationale de droit réel, c'est là-bas que ces messieurs-là qui viennent à la télé un peu partout pour parler de leur succès devaient finir. Voilà, donc ils sont là pour réellement déplacer la guerre, pour ne pas que la Russie intervienne directement sur leur territoire pour diviser les forces ukrainiennes. Voilà une diversion, comme on l'avait vu au temps de Hitler lorsqu'il voulait attaquer un peu sur tous les fronts. C'est cette guerre-là, c'est ce genre de guerre ou bien de tactique que l'Ukraine est en train de produire. Et je tiens à vous signaler et à signaler à nos éditeurs et téléspectateurs que il y a moins de 3 mois de cela, que Alassane Dramane Ouattara a précipitamment ouvert une ambassade ukrainienne en Côte d'Ivoire et un appel est lancé au recrutement des travailleurs. Donc des jeunes Ivoiriens qui, ma foi, aujourd'hui, sont
sont lavés, c'est-à-dire c'est le brainwash qu'on leur fait, le lavement du cerveau, et on leur promet monts et merveilles pour aller combattre aux côtés de l'Ukraine. Donc c'est cela le danger également. Alors, le problème ukrainien n'est plus seulement un problème ukrainien, Ukraine-russe, mais ça se déplace en Afrique et nous disons que ces gens-là, les supporters, ceux qui soutiennent en tout cas la France et les autres pays, sont en train de combattre tous ces pays-là qui sont en train de quitter la France, c'est-à-dire les 3 pays qui ont décidé de se mettre en tout cas en dehors du contrôle français. Donc, il faut voir ce côté. La guerre, elle est très, très, très longue et ils sont en train de le faire parce qu'il faut décourager ces 3 pays-là à quitter la France. Alors que ces 3 pays ont déjà dit qu'il n'y a pas de retour. Et c'est pour cela que nous allons profiter pour dire à ces 3 pays, à cette confédération, de tout faire, de vite faire d'ailleurs, de prendre leurs responsabilités, ces dirigeants de prendre leurs responsabilités pour pas mettre sur la table le problème de la monnaie de cette confédération. C'est cette monnaie qui va leur permettre de faire leur politique de défense et de développement. On ne peut pas parler de développement ou bien de défense ou d'indépendance lorsque la France continue de taper le franc CFA, ce franc esclavagiste. Il faut que cette confédération s'en débarrasse et comme cela, elle pourra contrôler sa monnaie pour se fournir en armement, en tout cas en produits de défense, en tout ce qui est capacité de défense pour faire face à ce genre d'attaque. Parce que sans notre monnaie, on ne pourra pas construire ces bases militaires dont on parle au nord et qui pourraient barrer la route à ces Ukrainiens que les Algériens, moi je dis, les Algériens sont en train de faire un faux jeu, ils ne coopèrent pas avec leurs homologues maliens et autres pour barrer la route à ces gens-là. Parce qu'ils savent très bien, les Algériens ont un grand renseignement très, très, très peaufiné. Ils détectent cela, mais ils ferment les yeux et les oreilles sur ce genre de pénétration et de traversées qui aboutissent au Mali. Je pense que ce n'est pas cela le panafricanisme. Si les Algériens veulent être dans le panafricanisme, si vraiment des panafricanistes, ils doivent aider leurs frères maliens, les informer, échanger les informations pour que ce genre de pénétration ne se répète plus. Les terroristes de l'Azawad ont donc officiellement reçu les informations nécessaires qui leur ont permis, entre autres, de mener une offensive contre les Fama. Ceci au nord du Mali. André-Christelle Fanga, la question qu'on se pose également, je l'ai posé la même question tout à l'heure à M. de Bogou. Comment font-ils ces Ukrainiens pour ouvrir un nouveau front, cette fois du côté du Sahel, alors qu'eux-mêmes, ils ont du mal face justement aux troupes russes du côté de Kiev? Que cherche Kiev précisément? Pourquoi l'Ukraine arme et renseigne des terroristes de l'Azawad? Monsieur Nguéné, les Africains doivent se réveiller un seul instant. Se réveiller parce que le monde unipolaire a décidé de délocaliser la guerre de l'Europe pour l'Afrique. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Les États-Unis, la France, l'Angleterre et tout ça, et tous ces pays-là, oui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont décidé de ne plus faire la guerre chez eux. Ce qui arrive entre la Russie et l'Ukraine n'est qu'un donc quelque chose qui n'était pas prévu dans l'agenda. Et donc, il faut tout faire pour transférer cette guerre-là chez ceux qui doivent mourir. Parce que c'est quand les Africains meurent que ça réjouit le monde entier. Parce que c'est impensable et incroyable que les Africains meurent depuis longtemps. Ça n'émeut pas le monde. D'ailleurs, je vais enlever mon chapeau pour rendre hommage à ces victimes de la barbarie du M23 en RDC, où la MONUSCO se trouve depuis 30 ans et n'a jamais résolu le problème. Je vais rendre hommage à ces gens qui meurent au Burkina Faso, au Niger, au Mali et un peu de partout en Afrique,
au Soudan, un peu de partout, sans que le monde ne s'émeut. C'est-à-dire le reste du monde, le monde capitaliste unipolaire. Vous avez vu ce qui s'est passé seulement en Ukraine, l'aide apportée par les États-Unis et tout le reste du monde. Vous avez vu avec Israël et la Palestine ce qui se passe actuellement. Oui. Aujourd'hui, nous voyons que cette guerre Ukraine-Russie se délocalise sur le territoire africain. C'est ce qu'il faut dire clairement. Que c'est la délocalisation de la guerre. C'est-à-dire, sachant que la Russie et l'Ukraine ne peuvent pas gagner. La Russie sur son propre, sur le territoire européen, alors il faut essayer de trouver des failles sur le continent africain, sachant que nous avons encore des faiblesses. Nous avons des faiblesses d'organisation, nous avons des faiblesses en armement, nous avons des faiblesses en formation, nous avons des faiblesses sur plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs choses, parce que nos territoires sont poreux. C'est-à-dire, quand vous regardez la frontière du nord du Mali et celui de l'Algérie, vraiment, c'est une vaste frontière. Vous repartez de l'autre côté, du côté du Niger. C'est encore une vaste frontière. En fait, le Sahel était véritablement un no man's land où régnait la loi, n'est-ce pas, du plus fort, c'est-à-dire de ceux qui étaient armés par les Occidentaux. C'est pour ça qu'on tue Kadhafi. C'est pour ça que vous comprenez mon coup de gueule tout à l'heure par rapport à la réception de M. Nicolas Sarkozy. Parce que le président, le guide libyen, était cette digue qui protégeait, n'est-ce pas, le Sahel du terrorisme, parce que la Libye était fortement armée, avait des hommes, avait la capacité, n'est-ce pas, de retenir. On a tout fait pour détruire la Libye, pour qu'il y ait prolifération d'armes, pour qu'il y ait prolifération, n'est-ce pas, des djihadistes terroristes, pour qu'il y ait prolifération, en fait, qu'il y ait cette vaste ouverture, n'est-ce pas, sur les autres pays du Sahel. Et vous avez vu comment le terrorisme a pris du poids de la bête, n'est-ce pas, au niveau du Sahel, à partir de la destruction de la Libye. Mais là, que cherche-t-il quand il s'affirme aux côtés des terroristes de l'Azawad, des Ukrainiens? Que cherche-t-il? Eux qui n'arrivent pas on va le dire, eux qui ont du mal clairement face à la Fédération de Russie dans cette opération militaire. Est-ce que l'Ukraine espère éventuellement trouver un terrain favorable dans le Sahel, contrairement à ce qui se passe du côté de Kiev? Mais c'est pour ça et ça c'est de la lâcheté. C'est-à-dire, la Russie ne s'attendait pas, le Mali ne s'attendait pas que on pouvait introduire, n'est-ce pas, dans cette bataille, dans l'Azawad, n'est-ce pas, du côté de l'Azawad, des mercenaires ukrainiens. Et donc, vous voyez que ça a été très bien préparé. C'est un peu de la lâcheté pour dire que, ok, on vous prend par surprise. Oui. Pour vous dire qu'on a quand même... Parce que quand vous regardez, vous voyez les images, vous voyez comment ces instructeurs russes, n'est-ce pas, sont traités. Vous voyez un peu, pour dire que comme vous nous dépassez de l'autre côté, au moins ici où on a la possibilité d'arrêter quelques soldats, n'est-ce pas, ou quelques instructeurs russes, alors on se venge sur eux parce que, ayant profité de cette infiltration-là, parce que, bon, Sylvain de Gbagbo parle plus de l'Algérie, n'est-ce pas, mais il oublie que les Américains étaient postés au Niger. Et il a commencé à avoir démantèlement. Qui ne vous dit pas que ce sont des soldats américains? Pour vous, ce sont je veux dire, peut-être des conséquences, peut-être pas directes, mais indirectes du départ des soldats américains. Écoutez, qui ne vous dit pas que c'est des soldats français? Qui ne vous dit pas que ce sont des Américains? On a vu des drapeaux ukrainiens. Mais écoutez, on sait tous comment on fabrique des djihadistes. Il y a un Français qui était chef de combat, soi-disant de djihadistes, n'est-ce pas, qui avait une longue barbe alors que c'est un Français. Mais qui c'était, n'est-ce pas, qui avait fait semblant, n'est-ce pas, d'être musulman, ayant gardé une longue barbe et portant le turban. Tout le monde savait que c'est un musulman venu du Moyen-Orient. Donc nous savons tous que si on vante, parce qu'il faut le dire clairement, les États-Unis ont décidé de déstabiliser le Sahel. Parce que le Sahel a pris fait et cause pour la Russie.
Parce que la guerre Ukraine-Russie, ce n'est pas la guerre Ukraine-Russie. Non, c'est la guerre Russie-OTAN. Et les patrons de l'OTAN, c'est les États-Unis. C'est l'affrontement auquel on assiste actuellement. Mais bien sûr, c'est ce qu'il y a. C'est-à-dire ces instructeurs russes qui combattent aux côtés des forces armées maliennes, justement face à eux, des terroristes de l'Azawad, face justement à cette coalition de l'OTAN. On voudrait une fois de plus mettre l'Ukraine au devant de la scène. Mais écoutez, c'est l'Ukraine qu'on veut mettre au devant de la scène pour faire croire que l'Ukraine est un pays de résistants ou bien l'Ukraine est un pays qui est assez forte dans la stratégie. Mais je vous dis, ça, c'est l'œuvre des Américains. C'est les Américains qui ont décidé de déstabiliser parce qu'ils ne peuvent pas accepter le démantèlement de la base de drones au niveau de Agadez. Au Niger. Au Niger. C'est la plus grande base des drones, n'est-ce pas? C'est la deuxième plus grande base américaine des drones qui existe dans le monde. Donc, venez leur demander de ôter cette base de drones un matin comme ça. Une base principalement de renseignement. Mais de renseignement. Et donc, ce n'est que simplement, n'est-ce pas, l'Ukraine qu'on veut mettre en avant pour en fait se cacher derrière, n'est-ce pas, le drapeau ukrainien ou bien derrière. Je vous dis, c'est des mercenaires américains, c'est les soldats américains, c'est les Américains qui ont décidé de déstabiliser le Sahel et toute l'Afrique en entier parce qu'en réalité, le combat contre la Russie doit se déporter sur le territoire africain. Allons en Centrafrique. Oui. Vous allez retrouver qu'il y a des soldats, des paramilitaires américains qui veulent absolument saboter le travail des instructeurs russes au niveau, n'est-ce pas, du Centrafrique, en complicité même avec la MINUSCA. Donc vous voyez qu'en réalité, si on n'ouvre pas les yeux, si nous les Africains, nous ne décidons pas de véritablement défendre notre souveraineté, défendre notre territoire, cette troisième guerre mondiale va d'abord commencer chez nous en Afrique avant d'aller chez eux en Europe. Parce qu'ils ont décidé que c'est les morts africains qui sont des bons morts. Parce que quand un Européen ou bien un Américain meurt, c'est un mort de trop. Il faut absolument tuer les Africains, déporter la guerre, en fait faire de l'Afrique être l'Afrique sans les Africains en créant tous ces hécatombes-là. Merci à vous, André Christelle Fanga. Avant peut-être de vous passer la parole, patient parfum d'homme, je voudrais tout d'abord que nous prenions ces communiqués parce qu'au-delà des affrontements sur le terrain, il y a également cette guerre informationnelle qui est actuellement menée entre notamment les forces armées maliennes et de l'autre côté, les cadres, des cadres stratégiques, entre autres, cette coalition des mouvements de l'Azawad. Je reviens premièrement sur le communiqué, entre autres, des FAMA, les forces armées maliennes qui se sont donc officiellement exprimées. C'était précisément ce 29 juillet 2024. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les FAMA ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d'Infa Arak et de Tengzaouten. C'est dans ce cadre que les FAMA ont pris le contrôle de la localité d'Infa Arak, située à 122 km au nord-ouest de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Infa Arak, le cap est mis voilà, sur Tengzaouten, situé à 233 km au nord-ouest de Kidal, à la frontière algérienne, et dans laquelle les groupes armés terroristes sévissaient contre les populations civiles, avec notamment des raquettes, des vols et des blocages des convois logistiques destinés à l'approvisionnement des principales villes du Nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était donc en débandade. Après ce premier échec, les terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes regroupés dans une coalition
opportunistes comprenant notamment le GIM, entre autres, et le EGS ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité FAMA a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée notamment des renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisé par la prise de contrôle d'Infa Arak. Nos soldats engagés dans cette opération d'envergure ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens de devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procède actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Les FAMA adressent notamment leurs condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés d'ailleurs sur le champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés. Leur sacrifice et leur courage ne seront jamais oubliés. Un soutien adéquat sera mis en place pour les accompagner en ces temps difficiles. Enfin, l'état-major général des armées assure la population malienne que cette épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l'engagement des forces armées maliennes, tout en nous félicitant du soutien consenti du peuple malien. Nous demandons aux braves et paisibles citoyens de rester sereins et de continuer d'ailleurs à transmettre les précieuses informations qui nous permettent entre autres de vaincre les ennemis de la paix. Unis, nous vaincrons. Communiqué rendu public ce 29 juillet 2024. Et bien avant, c'était un autre communiqué qui a été rendu public, cette fois, entre autres, celui du cadre stratégique permanent pour la défense notamment du peuple de l'Azawad. Le communiqué a été rendu public par le bureau exécutif. Je vais également vous le lire rapidement. C'était un jour auparavant. Alors, le CSP-DPA informe l'opinion nationale et internationale que durant 3 jours d'intenses combats, c'est-à-dire du 25 au 27 juillet, les combats ont opposé notamment ses forces à un bataillon de terroristes de l'armée malienne accompagné d'un important effectif de mercenaires de la milice russe Wagner autour de la localité de Tengzaoten. J'espère prononcer justement correctement cette localité-là. Nos forces ont définitivement anéanti ces colonnes de l'ennemi ce jour du samedi 28 juillet 2024. Un important matériel roulant et entre autres a été saisi et endommagé. Les rares survivants des rangs FAMA et de la milice Wagner ont été faits prisonniers. Je lis juste ce que je vois. Ces forces armées de l'Azawad, nous, du moins côté forces armées de l'Azawad, nous déplorons 7 martyrs tombés sur le champ d'honneur et 12 blessés. Le CSP-DPA présente ses condoléances les plus attristées au peuple et aux familles des illustres disparus durement éprouvés et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le CSP se félicite notamment de cette victoire arrachée par ces hommes. Images et vidéos à l'appui durant bien sûr toutes ces batailles. Il rappelle qu'aucun amalgame ou autre propagande subtilement hostile à notre engagement ne peut voler notre éclatante victoire, encore moins nous dévier de nos objectifs. L'état-major général des forces armées du CSP fournira un bilan détaillé de l'opération dans un communiqué ultérieur. Ça, c'est le communiqué, entre autres, du cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad. Un affrontement de terrain transposé, patient par fin d'homme, en une véritable guerre d'information. Mais les images, elles, nous les avons toujours. Ces terroristes du cadre du CSP aux côtés justement de certains mercenaires ukrainiens, ceci du côté du Nord Mali. Tout à l'heure, vous avez écouté vos panélistes sur
les véritables objectifs recherchés par l'Ukraine qui n'arrive véritablement pas à faire face à la Fédération de Russie du côté de Kiev, mais qui, étrangement, dans des conditions un peu ahurissantes, se retrouve dans le Sahel en train de combattre aux côtés des terroristes, ceci face aux forces armées maliennes. Comment on explique ce contexte de tension exacerbée de plus en plus de ce côté, patient Parfendom? Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt mes deux prédécesseurs. Le conflit russo-ukrainien ne se déporte pas sur le continent africain. L'Afrique est en guerre. Pour vous, l'Afrique est en guerre? On n'a pas besoin d'attendre que le conflit se déporte sur le continent? Non, l'Afrique est en guerre. C'est nous les Africains qui ne prenons pas encore la mesure de cette réalité. L'Afrique est le dernier espace où une confrontation violente va se produire entre ceux qui sont les tenants du monde unipolaire et ceux qui aspirent à un nouveau monde fait de respect, de dignité et d'indépendance pour tous les États. Premièrement. Deuxièmement, sur le plan de nos ressources, nous sommes quand même un continent qui a 30 millions de kilomètres carrés, plus de 30 de kilomètres carrés, presque d'un tenant, en dehors de quelques îles que vous connaissez. Et cela donne aussi un avantage non négligeable pour tous ceux qui veulent contrôler les matières premières dans le monde. Oui. Ils sont chassés un peu partout. En Orient, ils n'ont plus la main sur le pétrole saoudien. Au niveau de l'Ukraine, ils sont en train de perdre la guerre. Le seul espace où les gens n'ont pas encore pris conscience de l'intérêt, de l'importance qu'ils ont dans le monde, c'est au niveau de l'Afrique. En conséquence, nous continuons d'avoir des petits États que j'appelle souvent ici sur votre plateau de Bantoustan. Les gens pensent que c'est normal. Je parle de l'unité politique de notre continent. Les gens disent, oui, avant l'unité, il faut d'abord que les gens soient conscients. Je ne sais pas de quoi on parle. Et voilà le résultat. Je ne pense pas que c'était les commandos ukrainiens. Ils n'en ont ni la capacité logistique, ni la capacité de renseignement, ni même la capacité au combat pour produire ce qu'ils ont produit. Puisque eux-mêmes l'affirment. Vous avez suivi tout à l'heure les déclarations du représentant de la direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, Andrei Oussov, qui affirme justement que l'Ukraine a donné un coup de main, qu'il soit physique ou pas, en termes d'information aux terroristes de l'Azawad. Non, c'est la propagande, n'est-ce pas, médiatique. Il faut toujours essayer de donner un coup sur le plan psychologique à l'armée russe pour leur montrer que, nous sommes présents et on peut se déployer sur tous les théâtres d'opération dans le monde. Il est vrai que l'armée ukrainienne, pour ce que nous savons, elle est bien plus forte que les armées françaises, allemandes et consorts. L'Ukraine, c'est quand même le plus grand pays d'Europe. Il ne faut jamais l'oublier. Si on considère l'Ukraine comme faisant partie de l'Europe. Mais je donne l'information, je crois que tout le monde a jeté envoyé. Si ce ne sont pas les Ukrainiens, c'est qui, patient parfait? C'est le groupe Blackwater. Cette société privée de sécurité américaine. Voilà, un PMC Blackwater, aidé par les mercenaires français, avec le renseignement américain, avec le soutien financier du groupe BlackRock, qui a domestiqué, en fait, qui a privatisé une bonne partie des terres en Ukraine, avec tout ce que cela comporte. Et quant aux combattants Lazawad, c'est de la propagande une fois de plus. Ce sont des mercenaires qui se battent au nord du Mali, des mercenaires occidentaux, pour tenter d'imposer à l'État malien, l'État central du Mali, n'est-ce pas, une espèce de gentleman agreement en ce qui concerne les ressources minières qui sont au niveau du Sahel, mais surtout le Sahara. C'est très important. Et l'effort qui est produit par l'armée malienne est à prendre très au sérieux et fort appréciable, parce que souvent on parle de distance, on rigole. Je crois que tu vas nous donner tout à l'heure la superficie du Mali. Nous sommes en plein désert, attention, les distances sont énormes. Et quand on voit la composition de l'armée malienne aujourd'hui et voir sa capacité de projection dans des espaces aussi éloignés et en faisant des batailles avec succès, il faut vraiment applaudir les deux mains. Et cette carte, je vous dis qu'il faut la carte. Et c'est très important quand on regarde cette carte-là.
vous voyez des tracés avec des frontières, vous ne comprenez pas, mais il y a le Sahara qui passe par là. Le Sahara, c'est une vaste étendue de désert, souvent inhabité, mais où les barbouzes ont l'habitude, n'est-ce pas, d'avoir leur niche et de pouvoir évoluer. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. La théorie contre l'Algérie, elle est fausse. Plus de 1 million de kilomètres carrés. Plus de 1 million de kilomètres carrés, parlant du Mali. Est vaste, hein. Il est énorme, énorme. C'est-à-dire que vous avez pratiquement les 2 tiers de cet espace qui sont peuplés autour de 0,01%. Presque inhabité. Presque inhabité au kilomètre carré. Les autres, ce sont les nomades qui se baladent le long du désert. Et ces nomades-là, ils peuvent partir de la Mauritanie, du Sahara occidental, traverser le Mali, traverser le Niger, se retrouver même du côté du Tchad et du Nord-Cameroun. Donc c'est énorme, c'est même jusqu'au Soudan. Alors, vous savez que les troupes soi-disant ukrainiennes se battent au Soudan. Oui. Soi-disant ukrainiennes, j'insiste sur ça. Donc ils peuvent partir du Soudan et se retrouver au nord du Mali. Ils ont les moyens, ils ont la logistique qui leur permet de se déplacer très rapidement et les renseignements qu'il faut pour pouvoir cacher leur jeu. Donc, je me suis opposé quant à la rhétorique anti-algérienne sur ce plateau parce que j'estime que le meilleur allié des pays de l'AIS aujourd'hui, c'est l'Algérie. Même si certains observateurs ne voient pas les choses de la même façon. C'est à tort. Poutine vient de le dire. Les renseignements russes le disent au quotidien. Mais d'aucuns estiment que l'Algérie serait la base arrière justement de ces indépendantistes terroristes aujourd'hui. C'est pas possible que l'Algérie accepte d'avoir BlackRock ou Blackwater sur son sol, d'avoir les terroristes ukrainiens sur son sol. Ce n'est pas possible. De toute façon, la Russie le saurait. Poutine vient encore de féliciter l'Algérie pour sa collaboration. Et d'ailleurs, le communiqué de la Douma, quand vous le lisez très bien, en fait, les déclarations, je crois, de l'un des vice-présidents de la Douma, ils vont compter sur l'Algérie pour prendre au sérieux cette situation qui est en train de se créer au nord du Mali, avec l'aide justement de l'État malien. Donc je crois que nous sommes dans des situations très graves et c'est un indice pour montrer aux Africains qui se font encore la fête à ne plus en finir, que nous serons le prochain centre de gravité d'une guerre violente pour le contrôle de nos ressources. Et ces ressources sont importantes. Et notre point faible, notre tendon d'Achille, c'est le fait que nous sommes divisés. Chacun pense qu'il peut faire ce qu'il peut faire tout seul. Chacun va aller négocier avec Nicolas Sarkozy. D'autres vont aller voir je ne sais pas quel prince et quel roi, etc. etc. Les autres comprennent très bien que ces gens-là sont faibles. Ils sont pauvres, ils ne savent pas se mettre ensemble, ils ne savent pas, n'est-ce pas, former des solidarités conséquentes. Donc, pour eux, c'est très facile de tenter des déstabilisations comme celle-là. Ne voyez pas seulement ce qui s'est passé au Mali. Vous allez voir dans les mois, les jours à venir, ça va être la même situation dans toute la bande sahélo-sahélienne. Et là, c'est sur le plan militaire que vous le voyez. Mais il y a aussi des attaques sur le plan économique. L'affaire Dangote dont vous parlez, ce n'est pas seulement, j'ai entendu aussi les gens dire Tinubu. Qu'est-ce que Tinubu peut faire? Il ne peut rien faire. Ce sont des formes d'attaque, n'est-ce pas, de ceux qui ne veulent pas du tout perdre le gros gâteau africain et ils ont décidé de créer le chaos généralisé en Afrique. Je vous ai dit sur ce plateau, si vous vous souvenez, M. Guénin, qu'à partir du moment où les armées françaises, américaines, allemandes se sont retirées de l'espace de l'AES, c'est à ce moment que la véritable organisation du chaos allait se produire. Parce que de toute façon, maintenant, ils vont lâcher. Et là, c'est-à-dire pour vous, la reconquête de Kidal n'était qu'une bataille. On se souvient justement de tout ce qui avait été dit au lendemain de cette entrée des forces armées maliennes du côté de Kidal. On se disait, oui, voilà, certains observateurs étaient en train de se réjouir que voilà, c'est fait. La restauration, l'intégrité du territoire malien est assurée à 100%. Mais là, quand on voit ces attaques ressurgir avec une telle violence, on est bien tenté de vous donner raison, parce qu'en parfait d'homme, vous qui qualifiez cela de bataille remportée, mais pas de guerre. Mais il faut lire les gens comme le général Diap, il faut lire aussi beaucoup de gens qui ont écrit en Amérique latine, ce qu'on appelle la guerre contre-révolutionnaire. C'est-à-dire l'ennemi emploie les mêmes méthodes que vous. L'ennemi emploie les mêmes méthodes que vous et les Corses même davantage. La plupart des tortionnaires algériens, il y a même un excellent film qui s'est produit, c'est eux qui sont allés apprendre aux gens la CIA dans l'opération Condor comment opérer au niveau de l'Amérique latine. La guerre contre-révolutionnaire, c'est-à-dire ils prennent les méthodes des révolutionnaires qui combattent, n'est-ce pas, les pouvoirs qu'ils ont installés, et
ils vont faire la même chose dans des espaces où le pouvoir est fort et où les éléments qu'ils ont en place ne peuvent avoir qu'une guerre contre-révolutionnaire. C'est exactement la même chose qu'ils vont faire actuellement au Mali. C'est-à-dire que le pouvoir malien, il est sûr, il est puissant, il est bien installé. Oh, l'ennemi occidental va créer une guerre contre-révolutionnaire, une guerre asymétrique pour harceler et continuer sa propagande et sa guerre psychologique pour démontrer aux yeux du monde que, contrairement à ce qu'ils vous font croire, ils ne sont pas aussi solides que ça, ils ne sont pas aussi puissants que ça. Vous avez déjà vu qu'il y a des espèces de manifestations en Côte d'Ivoire de certains Maliens qui protestent contre la sortie du Mali, de la CEDEAO. Ils vont, c'est-à-dire que une panoplie d'actions qui vont mener il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut activer de manière cohérente, de manière concomitante pour affaiblir justement cette confédération qui se met en place. Et peut-être vous comprenez maintenant mon souhait d'aller vite à une fédération. Parce que je dis, nos destins sont liés. Ce n'est que le début de ce qui risque de se passer. Ce n'est que le début de ce qui risque de se passer. Donc politiquement, je sors par là. Je vais tirer encore la sonnette d'alarme pour dire à mes amis de l'AES, vous n'avez aucun intérêt de vous mettre l'Algérie à dos. C'est le seul pays qui a une expérience contre-révolutionnaire assez poussée dans cette zone-là. Et qui peut venir en aide parce que c'est de son intérêt au Mali. Parce que si le Mali est aujourd'hui mis en échec, l'État malien, l'Algérie sera la prochaine cible. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois de plus, disons à nos frères africains, au lecteur, ce n'est qu'une preuve, parmi tant de preuves qu'on va subir encore dans le futur, mais le moment de la réflexion est arrivé pour qu'on comprenne la nécessité de l'unité politique de notre continent. Ça va être la seule arme que nous aurons pour être capable de l'opposer à ces hyènes-là qui tournent autour de notre continent et qui en veulent à nos richesses, parce que c'est ça comment dire ça, le pilier ou bien le sujet central de leur présence et de toutes ces images extrêmement violentes que nous avons vues, parce que nous sommes riches et les autres, et nous ne savons pas, nous sommes comme des enfants qui ont des poches qui sont brûlés de diamants et qui ne comprennent pas que le diamant est important. Les autres, eux, savent ce que c'est ce diamant, ils viennent le chercher. Vers quoi se dirige-t-on, M. de Bougou? Doit-on s'attendre à ce que les combats s'intensifient ces prochains jours au regard justement de la situation qui est devenue de plus en plus complexe sur le terrain, l'ingérence des puissances étrangères aux côtés justement des terroristes, une ingérence plus que jamais avérée? C'est vrai qu'on met beaucoup plus l'Ukraine en avant, mais vous avez écouté vos panélistes, vous également vous l'avez avoué, l'Ukraine ne saurait agir seule aux côtés justement de ces terroristes en question. Vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui quand on sait que même dans leur communiqué, les forces armées maliennes ont reconnu de lourdes pertes en vie humaine? Oui, c'est là que nous voulons voir. Nous voulons voir vraiment la collaboration algérienne. C'est pour cela que nous ne sommes pas vraiment à l'aise lorsque on parle de l'Algérie. On a vu l'Algérie qui avait déplacé en tout cas son armada lorsque tous ces pays qui sont restés à la CEDEAO ont menacé leurs frères d'antan. Donc aujourd'hui, nous voulons réellement voir l'Algérie apporter son soutien ouvertement, apporter son expérience ouvertement au Mali et à tous ces trois pays-là. Parce que ce qui a commencé ne va pas s'arrêter maintenant. Et ils savent, je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie est l'un des pays qui ont vraiment le système d'information, le système de la capture des informations militaires très avancé en Afrique. Et donc l'Algérie est sans doute pour moi au courant de tout ce qui se passe. Et pourquoi l'Algérie n'a pas informé tous ceux qui viennent, en tout cas toutes les forces ou bien les autorités maliennes? Moi, je souhaite que l'Algérie vienne réellement et avec une collaboration, ou bien les pays de l'AES qui sont dans la Confédération prennent leurs responsabilités pour créer une fédération et collaborent effectivement avec ses voisins pour éviter ce genre de pénétration qui vraiment sonne le glas à tous les observateurs, parce que quel sol ils ont survolé, comment ils se sont introduits au Mali, par quel chemin, c'est vraiment délicat. On attend de voir
comment ils sont arrivés à ce niveau. Mais on ouvre des ambassades, comme je l'ai dit en Côte d'Ivoire par exemple, où on fait des recrutements, on fait appel à des recrutements du côté de l'armée ukrainienne. Donc, pour toujours envoyer du noir contre un autre noir, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Dramane Ouattara un peu partout. Alors, il faut cette collaboration franche qui vient vraiment de tous les voisins de l'AES qui pourront vraiment aider la stabilité. Sinon, avec le départ, comme on l'a dit tantôt, avec le départ des bases américaines, françaises et autres, ils ne vont pas avec ces armes, ils les laissent à des gens. Ils forment des gens sur le territoire pour créer la chienlit, pour créer le désordre. Ils laissent ces armes. Même l'ONU, quand ils vont quelque part, ils laissent les armes sur le terrain. Et ce sont les gens seulement qu'on voit qui retournent chez eux. Voilà. Donc, quand ils laissent ces armes, c'est destiné à encore déstabiliser les pays qu'ils ont officiellement quittés. Ce ne sont plus eux-mêmes qui se battent, mais ce sont les locaux qui sont en tout cas acquis à leur cause, qui se battent et qui déstabilisent toute l'Afrique. Parce que l'Afrique, comme Patient Dom l'a dit, c'est la richesse, c'est tout ce qu'ils recherchent. Sans l'Afrique, ils ne seront rien. Sans le Mali, sans le Niger et autres pays en Afrique, ils n'auront pas tout ce dont ils ont besoin pour alimenter leurs besoins, pour assouvir leurs besoins quelque part. Et donc, c'est aux Africains de se lever, de franchement se serrer les coudes, barrer la route à tous ceux qui sont d'ailleurs déjà avec ces Occidentaux. Je parle toujours d'Alassane Dramane Ouattara, qui a ouvert une ambassade. Il faut insister là-dessus. Cette ambassade-là, l'ouverture de cette ambassade n'est pas fortuite. Qui a ouvert une ambassade ukrainienne en Côte d'Ivoire où l'appel a été lancé officiellement dans tous les médias en Côte d'Ivoire. C'est très dangereux pour la sous-région parce que de là, des Ivoiriens acquis à la cause ukrainienne vont aller encore attaquer au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Il faut surveiller ce côté parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser vraiment le gâteau africain qui leur apporte tout, tout ce qu'ils n'ont pas sur leur territoire, tout ce qu'ils n'ont pas dans l'OTAN, tout ce qui leur permet de fabriquer même des armes au niveau de l'OTAN et des autres petites armées représentées par la France, l'Angleterre et autres. Et donc, aujourd'hui, les Africains doivent comprendre que ce qui arrive aujourd'hui au Mali peut arriver partout. C'est la guerre de la terre brûlée. Ils nous prennent un à un, comme au damier. Ils tuent les nations africaines une à une. Et lorsque ça se passe quelque part, les autres croisent les bras pour dire que ça ne les concerne pas. C'est faux. Tout ce qui se passe, que ce soit au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, concerne toute l'Afrique. C'est ce message que les Africains doivent comprendre pour se lever et pour prendre leurs responsabilités. Se cache derrière cette présence ukrainienne aux côtés justement des terroristes de l'Azawad, ceux-ci qui ont combattu, on va le dire, contre notamment les forces armées maliennes, ou du moins qui combattent contre les forces armées maliennes depuis plusieurs jours maintenant du côté bien sûr du Nord Mali. Est-ce que l'Ukraine serait-elle en train d'étendre le conflit qui l'oppose à la Fédération de Russie du côté du Sahel? Vous avez également la parole ce soir dans le cadre de cette émission de Point sur l'actualité. Premier appelant ce soir au Togo. Bonsoir à vous, Monsieur Christophe. Bonsoir, For You Media, et recevez mes civilités sur le plateau, parce que j'ai assez à dire, le temps de passer, vous dire bonsoir, bonsoir. Ok, c'est avec un cœur meurtri que moi je passe cette annonce. Tous les pays qui ont ouvert une ambassade, ou ils ont laissé la voie à l'Ukraine d'entrer dans notre continent, sur notre continent. Je vous dis de fermer ces ambassades-là parce que c'est les cellules de terrorisme. Sénégal, et ils ont déjà eu la cause parce qu'ils ont compris qu'ils sont en train de faire des recrutements clandestins. Pour faire quoi?
actuellement là. Ne soyons pas bêtes. Africains ne doivent pas être plus bêtes que franchement. Et je m'intéresse maintenant à l'aspect côté Algérie. Moi, c'est ça qui m'importe. Je ne suis pas d'accord avec le doyen Parfait Ndong qui veut amadouer l'Algérie dans ça. Les terroristes ne se sont pas envolés. Les Ukrainiens, c'est l'OTAN qui combat. En fait, c'est l'OTAN qui a tendu le guet-apens aux forces armées maliennes. C'est l'OTAN. Je ne vois pas l'Ukraine avoir des moyens de renseignement, savoir qu'à telle heure, il faut comme ça. Non, c'est l'OTAN. Actuellement, l'armée malienne fait face à l'OTAN. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est sûr l'Algérie qui doit cautionner ces gens-là. Les blessés sont où? Les morts sont où? Ils sont en Algérie, en train de se faire soigner. Mais vous n'avez pas de preuves. Vous êtes sur une chaîne quand même. Oui, effectivement, nous sommes sur une chaîne sérieuse. Nous n'amadouons pas. Quand j'aimerais avoir la position de Linda Larbaoui dans cette histoire, qu'elle vienne nous dire ce que son pays représente. Si c'est un combat panafricain qu'elle mène avec les Africains, où sont les blessés, les morts? Alors, arrêtons de nous dire, n'amadouons pas. Nous sommes sur un plateau sérieux et on a du plaisir à vous écouter. Vous changez la face de l'Afrique. Alors, ne venez pas, c'est-à-dire nous amadouer. Ce que nous on voit, c'est une triste réalité. C'est des frères qui sont venus tomber et ils sont pris. Vous savez le sort que subissent les prisonniers aujourd'hui? Ceux qui ont été capturés, c'est un guet-apens tendu. Et voilà ce que ça nous donne. Soyons sérieux parce que nous sommes en guerre. Et il n'y a pas à laisser sur les mots. On n'a plus à tolérer. C'est comme cela. Donc, merci Foyou Média et j'attends vraiment que l'Algérie nous dise son rôle dans cette histoire. Merci à vous, Christophe, depuis le Togo, pour votre contribution. Je pense que vous aurez l'occasion de réagir, Patient Parfait Ndong, au regard justement de tout ce qui est dit. Peut-être avec la réalisation, afficher la carte justement de la localité en question pour qu'on puisse avoir un aperçu avant de repartir au standard. Doyen. Il y a des déclarations qui sont des déclarations à l'emporte-pièce comme ça. On nous dit les terroristes qui sont blessés, ils se sont en Algérie, mais donnez-nous les preuves. Vous n'avez aucune preuve. D'où sont-ils venus? C'est la question que bon nombre de téléspectateurs également Regardez se posent comme question. Le Sahara, ils ne se sont pas téléportés pour atterrir au nord du Mali. Il y a la Mauritanie, il y a le Sahara occidental, dont une bonne partie est contrôlée par le Maroc. Alors vous savez que le centre de commandement de l'Africom, c'est où? C'est au Maroc. Et vous avez le Soudan, et vous savez, et même la Libye, vous savez que ces Américains sont partout. Il y a même des troupes américaines au nord du Tchad. Attention, c'est un désert. Je vous dis que cette rhétorique contre l'Algérie est financée par des services de renseignement qataris, émiratis et israéliens. Ces terroristes ne peuvent pas être soignés en Algérie. Ce n'est pas possible. Sinon, prouvez-nous le contraire. Voilà. Au contraire, c'est nous qui sommes en train d'être manipulés par cette propagande-là, ce narratif-là, qui, au contraire, nous éloigne d'un allié puissant qui peut nous aider, parce que les Algériens commencent à se poser la question, mais qu'est-ce que nous avons fait à nos frères? Voilà. Donc faisons attention. Voilà. Merci à vous, Patient Parfait Ndong, on va les écouter. Abdoulaziz, vous appelez depuis le Togo également. Bonsoir et bienvenue à vous. Tout d'abord, j'envoie mes félicitations à M. Parfait Ndong. Mes salutations d'abord à M. Nguéné. Et je salue tous les panels parce qu'aujourd'hui... Allô? Allez-y, M. Abdoulaziz, vous êtes à l'antenne. Ok. J'envoie d'abord mes salutations à M. Parfait Ndong, à M. Nguéné et à tous les panels. Aujourd'hui, nous sommes vraiment devant un sujet très important. Et le sujet que je tiens aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment fracassant. C'est vraiment fracassant. Et tout d'abord, revenons sur l'essentiel du sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de quoi? Nous parlons de l'Afrique. Un pays de l'Afrique qui a été attaqué. Par qui? Par l'Ukraine. Aujourd'hui, pourquoi une guerre qui a été déportée au Niger, de la Russie au Niger? Je vous assure que cette guerre, c'est une guerre de l'OTAN. Et l'Algérie sert aujourd'hui une base, une arrière-base pour cette Russie. Que veut l'Algérie? Le président Tebboune, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que le Mali n'a pas fait pour l'Algérie?
pour la libération de son indépendance. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire, quoi. Je suis vraiment touché. Hey, monsieur Nguéné, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'on dit des choses, on prononce des mots, s'il vous plaît, ne nous arrêtez pas. Ne nous arrêtez pas. Parce que ce sont des choses vraiment, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Chaque fois, on le dit que nous sommes en guerre. Et s'il vous plaît, on vous écoute. Mais laissez-nous nous exprimer sur n'importe quel thème. Parce que nous sommes là pour la lutte. S'il vous plaît, monsieur Nguéné. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? La guerre, là, regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, je vous assure que ça va atteindre tous les pays africains s'ils ne sont pas unis. Donc j'interpelle les chefs d'État de l'AES à créer vraiment une fédération. Rapidement. Et à faire sortir une monnaie. Si on ne veut pas sortir la monnaie de l'AES, je vous assure que ce qui va pleuvoir dans les prochains jours, ça sera un peu difficile pour nous. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vie des Africains qu'on est en train de mettre sur un plateau, comme un cadeau. Les Occidentaux, si aujourd'hui un Américain meurt, c'est toute la population américaine qui est morte. Hein. Mais aujourd'hui, si un Africain meurt, c'est comme ce n'est rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Merci. Merci à vous. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Merci à vous, monsieur Abdelaziz. Depuis le. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, quoi. Vous avez dit l'essentiel. Donc, je m'arrête là. C'est le plus important. Merci. Merci. Merci pour votre réaction. On va également écouter d'autres téléspectateurs qui veulent s'exprimer justement sur cette présence ukrainienne du côté du nord du Mali. Comment l'expliquer de façon générale? Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir à vous et bienvenue. Alors, est-ce qu'il nous reçoit, ce téléspectateur? Quelques petits soucis de liaison avec justement ce téléspectateur en question, mais globalement, de façon générale, nous sommes revenus justement sur les propos détaillés, et notamment du représentant. Ah, je pense qu'il est là. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir, For You Media. Bonsoir à tous les panélistes. Je voudrais intervenir sur cette question. On ne peut pas ne pas établir la complicité d'Algérie, quel que soit le raisonnement qu'on prend ou la manière de réfléchir. Qu'on prend la complicité de l'Algérie établie. On prend le village. Comment vous établissez cette complicité? Comment vous établissez cette complicité, justement? Ok, quand on prend le village, je dis bien quand on prend les troupes maliennes, ou telles troupes maliennes se rend compte qu'Inwalaten là, en réalité, village divisé en deux. Donc une partie est algérienne, partie est malienne. On ne peut pas donc, l'Algérie ne peut pas faire fin d'ignorer qu'il y a des gens qui sont venus. Voilà, et qui sont venus aider les camps des réfugiés, djihadistes et terroristes. Donc l'Algérie en sait quelque chose, forcément. Bon, maintenant, qui a fait quoi? Il faut forcément voir le côté OTAN, parce que ce sont les désespérés, les dessus de l'AES comme ça. C'est des aigris. Voilà. Et je ne suis pas sûr, comme le dit le grand frère Parfum d'Homme. Comme le dit le grand frère Parfum d'Homme. Comme le dit le grand frère Parfum d'Homme, je disais très simplement qu'il a raison en partie parce que Parfum d'Homme a raison en partie parce que pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une manigance de l'OTAN en complicité avec l'Algérie? Parce que dans la géopolitique, géostratégie, beaucoup de coups sont possibles. Mais c'est l'OTAN. Je sais que l'OTAN est là-dedans, l'Algérie est là-dedans, sinon que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Je me dis merci à toute l'équipe de For You Media. Maïga Boubacar, Burkina Faso. Merci à vous, Maïga Boubacar, depuis le Burkina Faso. Chacun y va de son analyse. Hein. C'est aussi ça, entre autres, la particularité des émissions organisé au quotidien sur les antennes For You Media Africa. Allô, bonsoir et bienvenue à vous.
Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Ngueme. Bonsoir à Forum Média. Je remercie tous les efforts que Forum Média est en train d'apporter à nous les Africains. Vraiment, on félicite nous tous et votre staff technique et puis ceux qui sont sur le plateau. C'est-à-dire, ces manigances-là, c'est l'OTAN qui est derrière tout ça là. Parce que de l'autre côté, l'Ukraine n'a pas eu vraiment à avoir la paix de l'autre côté. L'Ukraine se cherche là-bas de l'autre côté. Comment l'Ukraine peut arriver jusqu'au Sahel pour combattre le Sahel? Ça, c'est pas possible. Ça, vraiment, c'est pas possible. Si vous voyez ça, ça veut dire que ça, c'est la main. On fait seulement la guerre avec le nom de l'Ukraine. Donc, c'est une guerre de procuration. On fait la guerre avec le nom de l'Ukraine. Mais en réalité, ce n'est pas l'Ukraine qui combat au Sahel. Ce n'est pas l'Ukraine qui combat au Sahel. Ça, c'est la main invisible de l'OTAN. Ça, c'est clair et net. Oui. Donc, et cette guerre-là, par où on va faire la guerre-là, que ce soit à l'Ukraine, que ce soit sur le Sahel, cette guerre-là, on va la gagner, Inch'Allah. Nous, les Africains, on va gagner cette guerre-là. Tout celui qui provoque une guerre injustement, il sera perdant. Et ça, ils seront perdants, Inch'Allah, tant que Dieu est là. Inch'Allah. Je vous remercie, M. Ngueme. Je remercie tous ceux qui sont sur le plateau et à plus. Bonne chance à l'AES, vraiment. C'est Maman Lamine de Niger. Merci à vous depuis le Niger. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir. C'est Zéphane depuis l'Allemagne. Je salue tous vos invités et tous ceux qui sont de l'autre côté des autres caméras. Et je salue tous les techniciens, sans oublier Madone et puis Manuel. Moi, je me pose une seule question. Parce que ceux qui sont arrivés au nord du Mali, je ne pense pas que ce sont des gens que le bon Dieu a projeté dans le nord. C'est-à-dire qu'ils sont passés par quelque part avant d'arriver là-bas. Parce que moi je ne vais pas indexer les choses comme j'ai un pays, mais parce que quand on est sur un continent et nous sommes des voisins, on doit se respecter, on doit s'entraider. Parce que ceux qui viennent là, ce n'est pas pour faire cadeau à la population de l'autre pays. Alors, si vous êtes en complicité avec ces gens-là, dites la vérité. Que de faire semblant d'être avec vos frères et les poignarder dans le dos, ce n'est pas bien. Alors, tous ces terreaux qui sont venus aujourd'hui, qui ont atterri brusquement dans le nord du Mali, c'est qu'ils sont passés dans un pays qui fait frontière avec le Mali. Et tous ces trois pays qui sont ensemble aujourd'hui. C'est qu'il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne suis pas là pour couvrir quelqu'un. Parce que demain, là, ça peut arriver chez moi. Et je vais indexer mon voisin. Et quand je vais indexer mon voisin, on me dit que non, je suis en train de faire de n'importe quoi. Mais c'est pourquoi je veux que les choses soient claires. Je ne suis pas là pour indexer un pays, mais des pays qui font frontière avec ces trois pays-là. Il faut qu'ils soient clairs avec eux. Nous sommes tous des Africains. On ne peut pas permettre à un homme blanc pour venir tuer un homme noir. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est celui qui fait ça, vraiment que lui, il a perdu la tête. C'est ça que je voulais dire. Il faut qu'il nous dise où sont passés, d'où viennent et dans quel pays ils sont passés avant qu'ils arrivent dans les choses au Mali. Merci. Bonne question, Zerfel. Difficile d'ailleurs à notre niveau de pouvoir apporter une réponse adéquate, voire précise à votre interrogation ce soir. Mais une autre question qu'on se pose également, qu'on serait d'ailleurs tenté de se poser, est celle de savoir, messieurs, est-ce que les soldats américains chassés du Niger sont totalement partis, ou du moins les soldats français chassés de cet espace du Diptako Gourma, est-ce que la totalité a réellement quitté ces différents territoires-là? Ça, c'est également une question à mille inconnus. Allô, bonsoir à vous, monsieur Koulibaly. Alors, est-ce que M. Koulibaly depuis le Ah bon, ok. Voilà. Bonsoir à tous les panels.
C'est un Koulibaly depuis le Burkina. Voilà. Bon, je suis en partie d'accord avec Parfum d'Homme sur le plan que effectivement, bon, c'est les Américains qui disent derrière tout ça, avec l'appui des Français également. Mais bon, je suis d'accord avec lui que effectivement nous ne pourrons nous en sortir que effectivement s'il y a l'unité et quand tout le monde, tous les Africains se joignent ensemble pour former les États-Unis d'Afrique. C'est ça notre porte de sortie. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais je ne dédouane pas non plus l'Algérie, hein, parce que bon, depuis quand je vivais aux États-Unis, j'avais déjà dit sur un plateau sur Afrique Média, j'avais dit que bon, effectivement, l'Algérie jouait un double jeu. Bon, donc, bon, je n'ai pas eu jusqu'à présent les preuves qui me prouvent le contraire. Donc, bon, mais je sais que effectivement, actuellement, l'Algérie est un peu en arrière-plan de ce coup. C'est les États-Unis et la France qui mènent la danse actuellement. Maintenant, il faut que effectivement l'Algérie se montre coopérant avec le Mali pour pouvoir effectivement nous aider avec l'AES à combattre tous ces bandits-là. Ok, bon, donc bon, c'est ce que je voulais dire, mais du courage. Mais on ne va pas se décourager, on ne va pas baisser les bras, on va vaincre. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, mais ça tombe bien. Depuis le pays des hommes intègres, Monsieur Koulibaly, merci à vous pour votre contribution. Nous restons au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir monsieur, vous vous appelez comment? Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur Nguéné. Merci, bonsoir à vous. Vous êtes en direct. Oui, je vous appelle du Bénin. Voilà. J'aimerais vraiment participer à cette émission qui est très chaude. Je voudrais vraiment lancer un appel à tous les dirigeants de l'AES de mettre les petits pas dans les grands, de faire tout leur possible pour l'acquisition de l'arme nucléaire. C'est la meilleure solution. Sans elle, nous ne pouvons rien contre ces impérialistes qui sont en train de nous arracher nos biens. Vraiment, merci à tous les panels. Que Dieu vous garde. Voilà. L'arme nucléaire qui est réclamée par ou du moins qui est réclamée aux dirigeants de l'Alliance, du moins de la Confédération de l'AES. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Nous avons encore quelques minutes, une dizaine à passer au standard. Allô, bonsoir à vous. Allô, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous vous appelez comment? Merci. Merci. Je m'appelle Shams du Niger. Shams du Niger. Je vis en Angleterre. Je m'appelle Shams du Niger. Allez-y, Shams, vous êtes en direct. Vous m'écoutez? Parfaitement. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Bon, d'abord, je voudrais présenter mes condoléances à tous les soldats et tous les meurtriers de l'armée malienne qui sont tombés sur le chemin, sur le combat. Je suis vraiment désolé que leur âme reste en paix. Je voudrais ajouter un tout petit peu rapidement avec le doyen Parfait. Je suis d'accord, il ne faut pas pointer le doigt avec l'Algérie parce qu'on sait bien qu'il y a des ambassades de l'Ukraine qui sont un peu ouvertes, un peu partout en Afrique occidentale. Donc, ce sont des bases à arrière-plan. Vous voyez? Et le plus important, c'est d'essayer de savoir que l'Ukraine, pour le moment, est en guerre avec la Russie, n'a pas assez de moyens pour essayer de bien aménager ce genre de trucs. Donc, pour moi, je suis vraiment un peu d'accord avec le doyen que ça, c'est quelque chose qui doit venir des États-Unis, de l'OTAN ou bien quelque part. Mais le plus important, il faut que les autres pays africains comprennent qu'on ne peut pas continuer comme ça.
il faut essayer d'arrêter. Comment se fait-il un pays qui vient ouvrir l'ambassade dans votre pays attaque un autre pays africain qui supporte le terrorisme? Comme on dit toujours en Afrique, méfiez-vous de quelqu'un qui vient vous parler de votre voisin sur son dos, parce qu'il va retourner parler de vous sur votre dos à un autre voisin. Cela veut dire que si les gens-là supportent l'Ukraine, un jour, ils auront le feu chez eux. Je vous remercie, Boin for You Media. Je aussi profite de l'occasion pour remercier le CNSP du Niger. Et continuez le bon boulot. Vous avez le support du pays. Joyeux premier anniversaire. J'espère que vraiment vous allez continuer à faire du bon boulot. Vive l'AES, vive le Niger. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Champs. Nous restons au standard pour les 8 prochaines minutes aux côtés de nos téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment? Allô? Oui, bonsoir à vous. Allô? Oui, allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô? Allez-y, monsieur, vous êtes en direct. Oui. D'accord. Vraiment, je vous remercie. Il y a deux choses que je voulais vous dire, que je dis au Mali. Allez-y, ne cherchez pas à vous réécouter à la maison quand on vous donne la parole. Allez-y, bondissez dessus. Les minutes sont très précieuses en cette fin d'émission. Alors, est-ce qu'il nous reçoit finalement? On va prendre un autre appelant. On va prendre un autre téléspectateur. Oui, bonsoir à vous. Allô? Oui, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes sur For You Media Africa. J'ai l'impression que ça se bouscule au standard. Alors, allez-y, vous êtes en direct. Ok. Je m'appelle de Côte d'Ivoire. Et je vais interviewer un peu sur votre débat. Allez-y, vous êtes déjà dans le débat. Vous m'écoutez? Oui, allez-y, monsieur, vous êtes dans le débat déjà. Bon, et ce que je voulais dire, parlez seulement. Et on a dit à Poutine de venir enlever les mauvais sorciers chez nous en Afrique. Parce que nous sommes fatigués. Dit à Poutine qu'il n'a qu'à venir enlever tous les grains, les mauvais en Afrique ici. Merci. Voilà, merci à vous pour votre réaction brève et claire et expéditive. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô, allez-y. Allez-y, Marc, nous vous recevons. Allô, est-ce que vous nous recevez, Marc? Allez-y, vous êtes en direct. J'ai l'impression que Marc est en train de paramétrer, je ne sais pas trop quoi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Oui, c'est monsieur Issa depuis Garoua. Bienvenue à vous, monsieur Issa. Oui, par rapport à la situation qui se passe au Mali, oui, j'ai suivi ce matin Madame Linda Larbaoui quand on l'a interrogée par rapport à la situation. Allô? Oui, monsieur Issa, ne vous arrêtez pas, allez-y, Oui, exprimez-vous. Je disais donc ce matin, Linda a donné une réponse à Madame Sike qui était un peu ambiguë. Parce que quand on l'a interrogée par rapport à ce que tous les spectateurs et les observateurs disent que l'Algérie est impliquée, elle a dit non. L'autorité d'Algérie a donné tout le dossier sur l'Azawad au colonel Assimi Goïta, et c'est le Mali qui a décidé unilatéralement de sortir des accords d'Alger,
et qu'ils ont décidé d'aller combattre directement sur le terrain. Quand vous essayez de comprendre ce genre d'analyse, vous comprenez que l'Algérie, depuis que le Mali est sorti des accords d'Alger, n'est pas à 100% avec le Mali. Voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui se redirige vers l'Algérie pour dire que l'Algérie est en train de jouer un double jeu. Vous voyez, voilà pourquoi nous appelons l'AES de s'asseoir et de trouver une solution. S'il faut mettre une base arrière militaire au niveau de Kidal et renforcer les vecteurs aériens et mettre les drones 24 sur 24, observer la zone. C'est tout ce qu'on peut dire au Mali, parce que l'Algérie n'est pas vraiment à 100% avec le Mali. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Issa, depuis la ville de Garoua. Merci pour votre contribution. Mais est-ce qu'en accusant en permanence l'Algérie, les trois pays ne se mettent pas finalement à dos un éventuel soutien de poids, qui plus est? Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, bonsoir à vous. Monsieur Ibrahim, éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre poste récepteur à la maison, de votre téléviseur. Là, on a l'impression que vous cherchez à vous réécouter. Voilà. Allez-y, monsieur Ibrahim, vous avez 1 minute 30. Ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai deux questions à demander à Folie Média. Est-ce que c'est possible de vous ne vous êtes pas éloigné, vous ne vous êtes pas éloigné, Ibrahim. Vous cherchez à vous écouter à la maison, du coup, vous n'êtes pas audible. Mais alors, pas du tout. On va essayer d'avancer un tout petit peu. Alors, est-ce que vous nous recevez? Allô? Oui, bonsoir, monsieur, et bienvenue à vous. Allô, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, monsieur, vous vous appelez comment? Mon nom, c'est monsieur Diko, depuis le Burkina Faso. Allez-y, monsieur Diko. Ok, moi, je voulais donner mon point de vue par rapport à l'actualité. Vous me recevez? Allez-y, monsieur Diko, ne vous arrêtez pas. Vous avez 1 minute 30. Vous me recevez? Nous vous recevons, monsieur Diko. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre. Nous n'avons plus que 5 minutes et on va essayer de maximiser justement sur ce temps de parole. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, moi. Oui, bonsoir, monsieur Nguéré. Voilà. Bonsoir à tous les panels. Moi, je suis monsieur Fonto, j'appelle du Cameroun. Plus précisément à l'ouest. Ok, merci. On dit régulièrement que l'ami de votre ennemi est votre ennemi. L'ami de votre ennemi est votre ennemi. Si la Côte d'Ivoire accepte héberger tout l'OTAN avec une ambassade d'Ukraine que la Côte d'Ivoire vient d'ouvrir, ça veut dire que à mon niveau, je fais une demande au président Assimi Goïta de ne pas collaborer avec la Côte d'Ivoire. L'invitation qu'on lui fait pour la Côte d'Ivoire, là, c'est un appât. On ne peut pas être en train d'héberger les ennemis de quelqu'un et puis vous l'invitez. C'est inadmissible, M. Guéné. Nous sommes vraiment touchés par cette histoire-là. Moi, je ne sais pas s'il faut lancer aussi une mobilisation africaine pour qu'on aille défendre le Mali. Pour qu'on aille défendre le Mali. Vous voyez qu'on a déporté la guerre de l'Ukraine maintenant au niveau du Mali. Et c'est avec l'OTAN. Et l'Algérie doit jouer plein jeu. L'Algérie doit jouer plein jeu et franc jeu. On ne peut pas avoir un voisin qui héberge vos ennemis. C'est officiel, ce n'est pas un secret. Parce que vous aimez protéger le média en disant que non, bon, est-ce qu'on a les preuves? Mais ces gens-là, est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce qu'ils viennent du ciel? Allô? Oui, allez-y, monsieur. Nous vous recevons. Allô? Oui, monsieur. Allez-y, vous êtes à l'antenne, vous êtes en direct. Voilà, alors, je disais donc que ces ennemis-là ne viennent pas du ciel. Ils ont un pays à côté, là où ils partent se réfugier. Après, ils viennent attaquer le Mali.
Le Mali, on ne peut pas vraiment vivre avec ses pangs dans la maison. Donc il faudrait que le Mali prenne en charge ses voisins qui sont en train d'héberger vraiment leurs ennemis là. La Côte d'Ivoire n'est même pas un pays que le Mali doit collaborer avec elle. Il y a eu plusieurs tentations que la Côte d'Ivoire envoie des mercenaires pour déstabiliser le Mali. Aujourd'hui, Ouattara se porte garant d'inviter le président Assimi Goïta, mais il faut être bête pour y aller. Excusez-moi du terme, il faut être bête pour y aller. Voilà. Il faut rejeter cette demande du président Ouattara, son invitation-là. Il faut rejeter ça. Voilà. Si on est en guerre, on est en guerre. On ne peut pas coopérer avec votre ennemi, M. Nguédé. Voilà. Je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci également à vous pour votre contribution. On va prendre un dernier. Vraiment, c'est pour faire plaisir à un dernier téléspectateur ce soir avant de revenir sur le plateau aux côtés de nos invités. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Mais pour le problème qui se passe au Mali, allô, on dit souvent que avec Linda Labawi, elle avait expliqué en son temps que le Mali a été un arrière-garde pour le FLN du Niger, de l'Algérie plutôt. Donc, l'Algérie est en train de rendre la monnaie. Il ne faudrait pas qu'on écoute les gens qui font de la communication là. Parce que c'est une guerre dans laquelle nous sommes, c'est une guerre de communication. Ils ont tous les moyens pour tromper les gens et pour faire du n'importe quoi. Donc, il faut que les dirigeants fassent raison garder pour pouvoir continuer la lutte. Il faudra qu'on écoute à gauche, à droite les fake news, qu'ils prennent les services de renseignement pour prendre les informations nécessaires. Parce qu'actuellement, tous ceux qui interviennent là, on est en train d'accuser l'Algérie. Mais quand on accuse l'Algérie, d'accord, mais est-ce qu'ils ont les éléments? Parce que les gens, ils mettent actuellement des gens à qui ils donnent de l'argent. Vous avez, ils sont pauvres. Quelqu'un qui est pauvre, qui ne gagne pas 100 francs par jour, on lui verse 100 millions ou bien 10 millions. Il va faire ce qu'il veut, il donne maintenant son côté, il fait ce qu'il a envie de faire. Vraiment, je vous en prie, il faudrait que les gens sachent raison garder et vivre la lutte qui continue. Merci également à vous. Et c'était le dernier appelant de ce soir. Nous ne pourrons malheureusement pas prendre tout le monde. Nous allons revenir pour les 10 prochaines, voire 10 dernières minutes de cette émission du Point sur l'actualité, édition du 30 juillet 2024 avec vous, André Christelle Fanga. Vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui? Vous avez suivi les réactions des téléspectateurs pour la plupart. C'est vrai que l'Algérie est mise sur le banc des accusés, mais est-ce vraiment une piste plausible aujourd'hui, au regard même des enjeux du côté du Sahel, notamment au nord du Mali, avec justement les revendications de ceux qu'on qualifie aujourd'hui d'indépendantistes ou encore de séparatistes? Je voudrais rappeler que l'Algérie vient de retirer son ambassadeur en France parce que la France a pris une décision, n'est-ce pas, de soutenir le Sahara occidental, le Sahara occidental du côté du Maroc. C'est une information capitale pour mieux comprendre ce qui se passe au nord du Mali. Parce que si nous disons que tous les soldats français qui étaient sur le territoire sahélien ne sont pas partis, la preuve en est. Ils étaient 8000, près de 8000, presque 10 000 soldats dans la force Barkhane, installés au Mali. On nous a dit, il y a un rapport qui nous disant qu'ils se sont déplacés du Mali, la force Barkhane s'est déplacée du Mali pour le Niger, sur la gouvernance Bazoum. Et quand les soldats français devaient quitter, en tout cas la force Barkhane devait quitter le Niger, on a dit que c'est 1500 qui sont quittés du Niger pour aller au Tchad. Oui. Ça, ce sont selon les chiffres officiels, mais officieusement, il y avait plus de 1500 soldats français. Au Niger, il y a eu ils ont dit qu'il y a eu 3500 soldats qui ont disparu, on ne connaît pas la trace. Plus grave, les États-Unis avaient 2 bases au Niger, c'est-à-dire la base, n'est-ce pas, de Niamey et la base de drone d'Agadez. Je dis bien, je rappelle que la base d'Agadez est l'une des bases, n'est-ce pas, des drones de renseignement la plus sophistiquée en Afrique. Je dis bien la plus sophistiquée en Afrique. Et donc, les soldats disparus. Et l'une des choses qui... Pour vous, c'est quoi la conclusion? Tous ne sont pas partis de ces territoires? Est-ce qu'ils sont partis du territoire sahélien? Ils se sont reconvertis. Et l'une des choses qu'il faut rappeler aux Africains, les soldats, si on te parle d'un soldat français, ne regarde pas seulement, attends-toi par un blanc, seulement. Mamadou Mbouya quoi?
Non, mais il n'est pas soldat. Mais c'est un exemple. Mamadi Doumbouya, c'est qui? Ce n'est pas un légionnaire français. Il a été formé en... Oh, écoutez, c'est un légionnaire français. Donc il a servi pour la cause française en Afghanistan. Donc ils sont nombreux comme ça installés dans le Sahel. Vous avez affaire à des Noirs alors qu'en réalité c'est des Blancs. C'est des mercenaires blancs. Donc ce que nous voyons aujourd'hui au Mali, c'est qu'il y a une coalition de forces venues de l'OTAN. N'est-ce pas? Ces forces venues de l'OTAN, c'est une fabrication otanienne. D'ailleurs même, la Zawad et tous ces gens que vous appelez là, c'est une formation otanienne. C'est pour ça qu'ils ont détruit la Libye. Parce que la Libye était encore, sous Kadhafi, était l'une des dernières frontières de protection de l'Afrique. Et quand l'Afrique a laissé mourir Kadhafi, voilà les résultats aujourd'hui. C'est devenu un mouroir. Parce que si on vous parle du Sahel, des gens vivent au Sahel, mais attendez, sans que l'État central ne soit au courant. Vous avez parlé de ce vaste territoire, justement, c'est un vaste inhabité. Territoire extrêmement riche, extrêmement... Donc, où il n'y a pas de sécurité. La preuve en est, pour ceux qui connaissent les migrants te disent qu'ils font, par exemple, ils font des centaines de kilomètres dans le désert, sur ce vent du désert-là. Donc, c'est un territoire hyper vaste qui ne peut pas être contrôlé simplement par les États réguliers. Et donc, la force des drones aujourd'hui est devenue une force capitale pour n'est-ce pas, la surveillance aujourd'hui. Et donc, les drones les drones les plus proches du Mali se trouvent où? Ça se trouve justement au Niger actuellement parce que les Américains ont dit on ne peut pas subir un affront comme celui-là. C'est-à-dire, on demande aux Américains. Et je vous avais dit ici que le plus grand combat, en fait, la tête de la pieuvre, ou bien la tête du Léviathan, du grand Léviathan, a été touchée à partir du Niger. Donc, c'est-à-dire, en touchant les Américains, ça veut dire que vous avez... Il fallait s'attendre à... Il faut s'attendre aux représailles. Donc, le drapeau ukrainien n'est qu'un petit paravent. L'Ukraine ne vaut absolument rien. Même en Ukraine, elle ne vaut absolument rien. Parce que ce n'est pas les soldats ukrainiens, tous sont bien morts. Voilà. C'est ce qui force les gens à entrer dans l'armée. Paye même les gens pour entrer dans l'armée. C'est des soldats américains, c'est les Français. D'ailleurs, ils sont nombreux qu'on a attrapés là-bas en Ukraine. Merci à vous, DP. Merci. Peut-être pas tous, mais une bonne partie quand même. Il n'y a plus d'armée ukrainienne. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez dans le Sahel, là, c'est les Américains et les Français qui sont en train d'organiser ça avec quelques complicités internes, n'est-ce pas, de quelques bandits, n'est-ce pas, sur notre territoire. C'est tout. Il n'y a plus rien. Voilà. Passons par fin d'homme sur les préoccupations de certains téléspectateurs, des préoccupations légitimes, parce que d'aucuns ne comprennent pas comment ce qu'on qualifie aujourd'hui de mercenaires qui combattent aux côtés des terroristes d'Azawad se sont étrangement retrouvés au nord du Mali. C'est vrai que la piste évoquée par André Kistelfanga est de plus en plus plausible, celle qui remet au grand jour le retrait justement de ces forces étrangères du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso, et donc nous n'avons toujours pas ce corridor Niamey-N'Djamena. Moi, j'ai toujours du mal à imaginer justement que tous ces soldats français aient réellement quitté le territoire nigérien. Patient parfait, donc, pour sortir de l'émission. Non, mais Christelle a totalement raison. Tous ces soldats ne sont pas partis. Et vraiment, il faut que quand on fait ces débats-là, surtout quand ça concerne notre continent, que les gens fassent, comment dire ça, qu'ils se mettent une carte devant et qu'ils regardent très bien. C'est très vaste. Quand vous prenez votre pays, le Cameroun, vous le mettez à l'intérieur, n'est-ce pas, de la bande sahélo-sahélienne, il devient tout petit comme ça. Les espaces sont énormes. Et puis nos pays n'ont pas la capacité de surveillance nécessaire pour voir grosso modo ce qui se passe. Même l'Algérie dont on parle, elle a été attaquée. Elle a été attaquée, bien sûr. Elle a été attaquée. On parle d'une dizaine de soldats algériens tués également. Donc vous ne pensez pas que c'est facile? Ce n'est pas du tout facile. Le conseil que je peux donner, je vous ai montré la carte là, la carte que vous avez présentée. Je dis, l'Afrique est basée où? Au Maroc. Et une bonne partie du Sahara occidental est contrôlée par quoi? Par le Maroc. Les Barbares peuvent entrer par là. Et le Maroc montre patte blanche aux Américains parce qu'ils savent que la Russie n'accepte pas la prééminence du Maroc sur le Sahara occidental, ni l'Algérie. L'Algérie est le pays dans ce Maghreb-là qui a les meilleures relations avec la Russie. La Russie ne peut pas accepter, au vu des relations économiques, surtout militaires, que son allié fondamental dans le Maghreb laisse, n'est-ce pas, des gens, comme vous dites, venir d'Ukraine, rentrer par là
pour désabler un autre allié de poids qui est le Mali. Ce n'est pas possible. Donc les gens disent des choses, ils racontent des choses, mais il n'y a aucune preuve. Tout ce que je peux dire pour sortir, c'est de demander aux autorités maliennes vraiment de tout faire pour assainir les relations diplomatiques avec l'Algérie. Et demander aux autorités algériennes, au président Tebboune, de tout faire pour rassurer, n'est-ce pas, les pays de l'AES, pour que justement une coopération, une coordination franche et sincère, mais surtout dépassionnée, puisse être faite pour aider justement ces pays-là à contenir ce nouveau théâtre d'opération de l'OTAN sur le sol africain. Je vous dis que c'est l'OTAN. Ça n'a rien à voir avec les histoires des Ukrainiens. Ils ne peuvent pas avoir cette capacité de mobilisation de déploiement là. Faites très attention. Et je parle aussi au Tchad. Oui, le pour Tchad, sortir. je sors par là. Les Américains sont présents au Tchad. On leur a dit pour l'instant, on bloque vos actions. Mais ils peuvent se balader partout au Tchad sans que les autorités tchadiennes ne soient même au courant. Les avions espions. Donc faisons attention. On peut déposer les gens par-ci, les ravitailler de nuit, leur donner tout ce qu'il faut. Vous saurez comment. On ne saura pas parce qu'on n'a pas encore la capacité de le faire. Et enfin, un autre allié important que la Russie, je pense que vous voyez ce qui nous arrive. Musclez davantage votre aide aux pays africains que nous sommes et aux armées maliennes, beaucoup de courage. Nous vous savons extrêmement courageux. À ceux qui sont au niveau de l'AES, haut les cœurs, nous allons vaincre cette bataille. Les Africains ne peuvent pas accepter éternellement des situations comme ces images que nous avons vues à l'entame de notre propos. Malheureusement, on ne peut pas vous les montrer pour des questions de comment vous appelez ça, vous les journalistes. Parce que sinon, il y a un gendarme des médias qui va nous frapper dessus. Mais allez dans les réseaux sociaux, vous allez avoir toutes ces vidéos-là et vous allez bien comprendre ce qui se passe. Voilà. Sylvain de Bogou, en une minute pour sortir de l'émission. Oui, nous souhaitons qu'il y ait vraiment une armée, je dirais, tripartite à ce niveau, c'est-à-dire les trois pays de l'AES, l'Algérie et en même temps la Russie, qui vont renforcer en tout cas cette frontière. C'est à cela que, en tout cas, c'est notre souhait. L'autre souhait aussi, c'est que ces pays de l'AES surveillent carrément leurs voisins qui accueillent aujourd'hui les ambassades et qui font appel, franchement, qui font appel au recrutement des jeunes de leur pays pour aller combattre aux côtés de l'Ukraine et donc qui pourront servir de base négrière à ces blancs de l'Ukraine qui vont partir, en tout cas, du sud de l'AES. Il faut faire très attention et que la Russie également apporte très vite son soutien matériel à ces pays-là pour que l'Afrique se libère. Merci à vous, Sylvain de Bogou, depuis Londres, pour votre participation, du moins contribution. Merci à vos DP, à André Christelle Fanga, patient parfait d'homme. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs, ceux qui nous prennent en relais au quotidien via la 96.3 FM. Merci à la grande équipe de la réalisation. C'était tout pour l'édition, celle du 30 juillet de votre émission, Le Point sur l'actualité. Tous les soldats ne sont pas partis.